Ça grésille. Je vais prendre Philippe qui est mécanicien dans les Bouches-du-Rhône. Bonjour Philippe. Oui, bonjour. Comment allez-vous? Ça va très bien. Ouais. Alors vous êtes contre la proposition de François Hollande. Expliquez-moi un peu pourquoi alors. Mais bien sûr, parce que déjà, je voudrais savoir tous les intervenants où habitent-ils. Voilà. Parce que c'est facile. Moi, je sais que j'habitais dans les quartiers nord. J'ai eu la chance, par mon travail, d'avoir une bonne situation, de pouvoir partir à la campagne. Mais je pense à tous mes copains qui sont restés dans les quartiers nord, des trucs comme ça. Donc, je voudrais savoir la solution qu'ils ont. Mais il faut pas, je veux dire, il faut pas les maltraiter, les gens. Mais si on fait ça, je pense que, et c'est pour ça que c'est toujours dangereux pour Hollande, parce que quand il balance des choses comme ça, ben moi je connais énormément de gens de gauche que ça fait peur. Et sans être ni des fachos ni des réacs. C'est vrai que je suis d'accord avec vous, Philippe. Je trouve qu'il a pris un sacré risque quand même hier soir, parce que on sait que c'est un sujet qui divise beaucoup les Français, que certains Français sont confrontés à de vrais problèmes d'intégration. Peut-être que c'est la faute de la France, je ne sais pas, ou des immigrés. Je veux pas juger aujourd'hui, mais simplement il y a des vrais problèmes, et c'est vrai que on peut avoir peur que ça soit un appel d'air à l'immigration. Mais bien sûr, parce que j'ai entendu Dupont-Aignan ou les autres qui se régalent avec ces arguments en disant ça va faire un appel par rapport au petit climat avec ses familles et tout ça, il fait qu'il ne pourra plus jamais repartir de ça. Donc il faut les traiter correctement, les gens, tout ça, mais on peut pas sans arrêt faire des annonces pareilles. Parce qu'il y a quand même un souci chez les masses populaires par rapport à ça. D'ailleurs, c'est pour ça que le PC, tous ces trucs, je suis un électeur du Front de gauche. Quand on dit que c'est pas vrai, c'est énormément. Moi, quand je parle des copains pour essayer de les ramener vers nous au premier tour, tout ça, sans arrêt, on me dit, mais le problème des gens, c'est ça, l'immigration. L'immigration que plus personne ne maîtrise. Donc en fait c'est intéressant parce que vous me dites je suis électeur du Front de gauche moi, mais je suis contre cette proposition de François Hollande. Mais j'en connais énormément. Vous pensez qu'il faut que les règles de l'immigration soient respectées et que pour qu'elles soient respectées, il faut qu'il y ait des centres de rétention de manière à ce que quand on a identifié des immigrés qui n'ont pas de papier, on puisse en toute légalité les reconduire à la frontière. Mais est-ce que vous connaissez Marseille? Oui, je connais Marseille. Non, mais je reprends votre argument, je le critique pas. Je développe en fait. Quand on habite dans tout ce qui est quartier nord, tout ça, on prend peur. Si vous habitez à côté de ça, ma foi, sans être ni facho ni raciste, si vous n'avez pas la possibilité de partir dans les quartiers de bobos, comme ça, parce que je pense qu'il n'y a que les bobos ou le reste qui... C'est exactement comme Yannick Noah quand il nous critique les trucs comme ça, mais monsieur il habite en Suisse, lui. Il peut faire le malin avec ce genre de trucs. Philippe, ce qui est intéressant, c'est que je vois là j'ai un autre mail d'Adrien qui est aussi au front de gauche comme vous, et il me dit où est l'humanité quand on place un enfant en centre de rétention? Je pense qu'il n'y en a pas. Je me bats aux côtés d'associations comme Rock sans papier, Éducation sans frontières, et je vous invite à venir voir ce qui se passe dans ces centres ou camps, car ça se rapproche vraiment. Je suis plutôt Mélenchon, mais pour le coup, bravo à Hollande. C'est marrant parce que vous êtes dans le même camp, dans le même parti, et sur ce qu'a dit Hollande, vous n'avez pas le même avis, mais c'est normal. C'est normal, c'est la diversité. Exactement. Je voudrais savoir où c'est qu'il habite aussi, lui. Alors, Adrien, il habite à Paris. Je vois qu'il habite à Paris. Oui, mais quel quartier, comment c'est moi sûr. aussi, moi j'habite à Mimé, donc Mimé, j'ai pas ce souci, mais je suis parti des quartiers nord, voilà. Donc, en fait, je suis pas parti pour ça. Je suis parti parce que j'avais la possibilité d'aller à la campagne, c'est comme ça. Mais quand je vais voir les copains dans les quartiers nord, tout ça, mon quartier où j'habitais, dans le 15e, ou ailleurs, ça fait peur. Voilà. Donc, à un moment donné, je me dis, est-ce qu'on donne tous les trucs pour perdre? Ma foi. Je pense. On donne les voix au Front National ou à Sarkozy. Parce qu'il y a énormément de gens qui risquent pas de voter, je pense. Ben merci beaucoup Philippe pour cette très bonne contribution intéressante, argumentée. Voilà, comme on aime ici, vous êtes le bienvenu. Merci beaucoup Philippe. Est-ce que Marc est là, policier en Seine-et-Marne? Bonjour Marc. Bonjour. Ah ça y est, on vous a retrouvé avec une ligne claire. Donc merci de nous appeler parce que vous êtes policier dans un centre de rétention. D'abord, et vous nous dites que vous êtes d'accord avec ce que François Hollande a dit. Pourquoi, Marc? Je suis d'accord, oui, non. En fait, c'est actuellement comme ça que ça se passe. Vous avez des familles, un peu partout en France. Il faut savoir que c'est préfectoral, donc c'est la préfecture qui sait où se trouvent ces familles. Et à ce niveau-là, ils vont leur envoyer une lettre pour leur demander de se présenter afin de leur donner, je dirais, un départ volontaire. C'est-à-dire que la famille a la possibilité de choisir à leur partir ou pas. Bien sûr, financièrement, en contrepartie financière. D'accord. Si la famille accepte, en général, c'est le père qui est convoqué, on va faire partir tout le monde. La France va faire partir tout le monde. Et
c'est en général là que le bas blesse, parce que souvent, on arrête le père, mais on va pas arrêter la mère ou les enfants. Donc une course-poursuite va se jouer pour arrêter la mère, et à ce moment-là, on va les mettre dans un centre de rétention, parce qu'ils n'auraient pas voulu, je dirais, partir volontairement. C'est pour les regrouper, en quelque sorte. Le terme est terrible, mais bon, c'est ça. Exactement. Moi, je peux vous dire, juste revenir sur une petite chose, vous avez dit camp tout à l'heure, ce n'est pas un camp, ce sont un centre. C'est bien faire la différence. Non, mais vous avez raison, j'ai ma langue à fourcher, je suis désolé. Il n'y a pas de souci. Maintenant, les conditions dans les centres de rétention, à part un ou deux en France, sont complètement inacceptables. Il est dans des conditions, je dirais, dramatiques. Voilà, il quitte un pays dans une situation délicate pour arriver ici en France, et il se retrouve dans un centre de rétention, voilà, avec des cafards sur les murs, vraiment dans des conditions. Et moi, je peux vous assurer que de voir un enfant de 2 ans, voir une petite fille qui vient de Marseille, comme disait l'auditeur précédent, qui a fait 8 heures de route, qu'on lui a pas changé ses couches, qu'on lui a pas donné d'eau, tout ça parce que la préfecture n'a pas prévu, je peux vous dire que ça fait mal au cœur. Le traitement est complètement inhumain. Donc à partir de là... D'ailleurs, on a été condamné, la France a été condamnée pour effectivement ces conditions de rétention dans les centres. Maintenant, on essaye. La France essaye de changer ce système. Le centre, je vais vous prendre un exemple de centre de rétention au Ménil-Amelot, où là, le cadre, je dirais, entre guillemets, excusez-moi ce terme, est relativement correct. Les enfants ont des jeux, c'est tout neuf. Maintenant, c'est le seul en France. Et je peux vous dire que depuis son ouverture, il n'y a que quelques familles qui sont passées par le centre de rétention. Pourquoi? Parce que c'est compliqué de réunir tous les membres d'une famille, c'est ça? Au départ, en fait, comme il y a une proposition de départ volontaire, en général, les familles acceptent. Ça passe forcément par une proposition de départ. On se retrouve jamais en centre de rétention parce qu'on a été interpellé. À côté de cela, il peut y avoir une interpellation dans la rue, lambda, où là, on s'aperçoit qu'effectivement, il y a une famille. Donc le père, lui, se retrouve en centre de rétention. Et à partir de ce moment-là, on va commencer à lancer une procédure pour recherche de famille. D'accord. Parce qu'au départ, au moment, on ne sait pas que toute la famille de ce monsieur est là, ou de cette dame. Et arrivé à ce moment-là, donc bien sûr, on va prendre que sur les 33 000 expulsés de France, il y en a bien sûr, je vais vous dire un chiffre un peu en gros, il y en a à peu près 100 000 qui passent par des centres de rétention. Mon chiffre est bien sûr élargi, mais c'est pour vous donner la différence de tous les étrangers qui passent en centre de rétention et tous ceux qui sont éloignés. Oui, parce qu'après, il faut que la procédure judiciaire suive, et quelquefois, enfin souvent, même elle ne suit pas, ils sont relâchés en fait. En général, c'est à 33%. Ouais. Entre 30 et 35% de reconduite par rapport aux procédures. Voilà, tout à fait. Donc c'est un nombre de retenues incommensurable, de procédures hallucinantes qui sont de perte de temps. Et surtout, pour avoir, moi j'appelle ça une bâtonnite, c'est une statistique. C'est-à-dire que de son côté, la préfecture va avoir un bâton parce qu'elle aura pris une OQTF, une obligation de quitter le territoire, ou un ITF, une interdiction de quitter le territoire. Mais ça s'arrête là. Une fois que la préfecture aura son chiffre, alors je vous donne un exemple, moi la préfecture de Seine-et-Marne ou même de Champagne, elle doit faire 3000 reconduites à l'année. À partir du moment où elle a fait 3000 reconduites à l'année, elle s'en fiche des conditions. Elle s'en fiche de savoir si c'est une famille qu'elle a rentrée. Sa famille, il y a 5 personnes, 5 membres de la famille, ça fait 5 expulsions, ça fait 5 reconduites, ça fait 5 bâtons. En tout cas, Marc, je voulais vous remercier d'abord pour votre témoignage, de la sincérité de votre témoignage, de son exactitude, sa précision, parce que vous ne critiquez pas du tout ni la loi, ni la procédure. Vous êtes juste témoin de ce qui se passe avec beaucoup de recul, et c'est tout à l'honneur de la police, je trouve, Marc. En fait, je suis, si vous voulez, indécis. Je ne sais pas pour qui voter encore. Maintenant, je peux vous assurer que les choix et tout ce que j'entends des candidats me fait très peur. Me fait très peur parce que pour certains, on retournerait beaucoup d'années en arrière. Pourquoi vous dites ça? Sur quoi? À quoi vous pensez par exemple? Je pense à l'immigration. On entend parler d'immigration depuis longtemps. Je vous dis, Marine Le Pen, c'est pas compliqué. Elle va pas se prendre la tête. Elle va prendre des charters. Elle va mettre tout le monde dans les charters. Nous, c'est comme ça qu'on le voit dans la police. C'est inévitable. Monsieur Dupont-Aignan, je ne connais pas assez. Je n'ai pas entendu assez son discours. Maintenant, Monsieur Sarkozy, il est dans un gouvernement depuis très très longtemps. Il n'a rien. Et je pense pas que ça va changer maintenant. Moi, j'ai plus l'impression que depuis un certain temps, on ne parle que de statistiques, que de bâtonnites, que de chiffres, et que du coup, le côté humain, on passe complètement à côté.
si on essaye de faire des efforts. Je vous dis, le centre de rétention du Mesnil-Amelot, pour ne citer que lui, il est au dernier cri. C'est-à-dire technologiquement, au niveau des chambres, maintenant, voilà, plus ça va aller, plus on va aller vers un traitement dégradant. Marc, si seulement les politiques pouvaient, comme vous, nous expliquer clairement quelles sont les procédures, comment ça se passe, qu'est-ce qui se passe dans les centres de rétention, quelles sont vos difficultés, ce qu'on a fait comme progrès, les contraintes qu'on a. Je pense qu'on pourrait tous, parce que je pense que votre contribution là ce matin au débat sur RMC va éclairer beaucoup d'auditeurs. Moi, vous pouvez garder mon numéro de téléphone, hein, vous pouvez m'appeler. C'est sympa. J'espère que vous n'aurez pas de soucis. J'espère que vous n'aurez pas de soucis à cause de nous, Marc. Hein. J'espère que vous n'aurez pas de soucis à cause de nous. Justement, j'ai gardé justement un anonymat. Bon, très bien. Je vais juste rajouter une petite chose, si ça ne me dérange pas. Il y a quelque temps, il y avait un ministère de l'immigration qu'on a tiré. Bien sûr, il n'y a plus de ministère de l'immigration, maintenant c'est une préfecture. Donc ce n'est plus un ministre, c'est un préfet. On n'a rien changé au problème. On a fait un préfet à l'immigration, c'est vrai. Voilà, on a changé les termes pour éviter d'en parler dans la presse. Mais le problème n'a pas du tout été changé. Non, mais c'est vrai. D'ailleurs, on dit pas que le problème n'existe pas. Il faut effectivement, ce qu'on attend des politiques, c'est des solutions. Qu'on nous trace une voie, qu'on nous dise c'est quoi notre politique migratoire à 10 ans. De combien d'immigrés a-t-on besoin, parce qu'on en a besoin en partie. Comment on fait pour les choisir peut-être en partie. Comment on fait pour traiter de manière humaine ceux qui sont ici. Comment on fait pour protéger nos frontières. Voilà, sans démagogie, s'il vous plaît. Je m'adresse au candidat à la présidentielle. Expliquez-nous comme vient de le faire Marc, policier en Seine-et-Marne. Clairement, voilà. Je pense que grâce à vous, Marc, je pense que beaucoup de Français qui nous écoutent pourront se forger une opinion beaucoup plus sereine de la question, car en plus vous n'êtes pas tranché dans votre opinion, vous nous avez raconté ce qui se passait, vos difficultés. Moi, je le vis tous les jours, c'est-à-dire que je vois les Tunisiens, je vois régulièrement les étrangers qui, juste une dernière chose, ils sont à 10% réellement délinquants. 80% des personnes qui sont dans les centres de rétention sont des gens tout à fait normaux, tout à fait gentils, à qui on pourrait donner notre chemise. Vous voyez, c'est vraiment dégradant pour certains. C'est que votre métier, des gens, qui sont 20% des gens qui sont délinquants, ça on peut pas le nier, effectivement, qui profitent du système. Mais pour la grande majorité, c'est pas du tout le cas. Combien votre métier est difficile, Marc? Parce que finalement, vous êtes en première ligne des problèmes de notre société, de ces interrogations. Vous le faites avec manifestement en vous écoutant une humanité et une réflexion qui vous honore. Et voilà. Et souvent, quand on entend des discussions dans les salons en ville, dans les dîners entre bobos, effectivement, où on donne des leçons, où certains donnent des leçons sur le travail de la police, pour se donner bonne conscience, etc. Et ben, je trouve que voilà, vous êtes exemplaire, Marc. Je me permets de le dire aujourd'hui. Je trouve que c'est formidable. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Marc, d'avoir été avec nous au 32-16. Et justement, peut-être on va avoir un avis un petit peu peut-être plus marqué, je ne sais pas. Christian, 52 ans, chef d'entreprise en Haute-Garonne. Bonjour Christian. Oui, bonjour Christophe. Oui, effectivement, je suis chef d'entreprise en Haute-Garonne, mais concomitamment, je suis également chef d'entreprise sur le territoire de Mayotte, donc le 101e département depuis 1 an maintenant. Alors là où il y a un vrai problème de clandestin à Mayotte. Là où il y a un vrai problème de clandestin. Et vous savez pourquoi? Parce qu'effectivement, c'est la seule île des Comores qui a choisi d'être rattachée à la France, et du coup, c'est vrai qu'elle est entourée de pays en voie de sous-développement, j'ai envie de dire, avant de pays. Voilà. Alors l'immigration clandestine vient essentiellement des Comores. Et ça pose un réel problème pour les Comorais, pour les Mahorais, pardon, pour les Mahorais aujourd'hui, parce que on assiste à une montée de la délinquance. Il y a un climat délétère qui règne sur l'île. Les Mahorais je vais être cru, mais ils ont un ras-le-bol de cette immigration clandestine. Parce que là, c'est plus l'immigration. Je crois on peut le dire. D'ailleurs, on a même une législation qui est particulière, je crois, à Mayotte, parce que il y a des maternités, par exemple, où il y a que des étrangers. Tout à fait. La maternité du CHM, le centre hospitalier de Mayotte, est la première maternité de France. Donc c'est un alibi, un moyen d'avoir une légitimité pour devenir français. Donc ça fait partie des Donc effectivement, là, on peut vraiment penser, là, pour le coup, que la proposition de François Hollande est complètement adaptée à Mayotte, par exemple. Tout à fait.
Et c'est pourquoi, lorsque j'ai appelé ce matin au standard, j'ai dit quel va être le discours de Monsieur Hollande lorsqu'il va venir à Mayotte, parce qu'il a prévu un déplacement à la fin du mois de mars. Est-ce qu'il va tenir le même discours à Mayotte que le discours qu'il tient ici en métropole? Alors je reprends, même si ça ne plaît pas à certaines personnes, cet adjectif angélique, politiquement correct, un discours bobo qui convient très bien à la métropole, mais qui n'est pas du tout d'actualité là-bas. On ne peut pas taxer les Mahorais de racisme, bien évidemment. Mais à un certain moment, je dirais que ce sont des gens qui ont des difficultés. On connaît toutes les difficultés qu'ils vivent au quotidien. Depuis la départementalisation, les choses ne se sont pas améliorées, bien au contraire, puisque aujourd'hui, avec la mise en place du RSA depuis le mois de janvier, on sent qu'il y a une espèce de pompe aspirante qui vient des Comores. Les gens viennent, ils trouvent le moyen de récupérer le RSA, de repartir aux Comores, et au détriment des Mahorais, proprement dit. Donc la situation devient très préoccupante. Alors j'avais entendu à plusieurs reprises des personnes qui parlaient de centres de détention. Et je voudrais revenir sur ce que disait Marc avant. On est bien sur des centres de rétention. C'est-à-dire que c'est un tribunal administratif qui décide de la reconduite aux frontières ou pas, en fonction de la situation. Vous avez vu ce que vous avez dit aussi Marc, hein, c'est très sensé ce que vous dites aussi Christian. Vous avez vu ce que vous avez dit Marc, que lui il est aussi confronté parce qu'il est sur la dernière ligne, la ligne de front, avec des situations humaines qui sont pour lui terribles et qui sont chacune différentes en fait. Bien sûr, mais nous ne sommes que dans l'humain. Là, nous sommes dans l'humain. Il y a rien d'économique, il y a rien de politique. On est dans l'humain, la gestion de l'humain, la gestion des difficultés des gens. Tous les jours, je vois des clandestins. Alors, moi je ne suis pas dans la capacité de les reconnaître, mais les Mahorais les reconnaissent. Ils disent celui-là c'est un Comorien, celui-là c'est un Anjouanais, il est là chez nous, il est en situation irrégulière. Donc j'ai aucun moyen de contrôle, si vous voulez, par rapport à cette information qui m'est donnée. Mais cela dit, ça peut engendrer derrière des manifestations de haine et éventuellement des choses qui vont complètement dépasser les pouvoirs publics français. Mayotte aujourd'hui, c'est peut-être un confetti dans l'océan Indien, mais nous sommes sur une poudrière. Et une poudrière liée à l'immigration. Donc je dis attention à tout le monde, attention au discours que tiennent les politiques, attention à Monsieur Hollande, faites attention au discours que vous tenez en métropole, qui est écouté peut-être pas par votre antenne. Si, on a des relais en fait, on a de nombreux radios locales dans les dom-toms qui relaient nos émissions. Oh bon, ça c'est une pure merveille et je le découvre avec vous. Mais attention au discours qu'il va tenir aussi à la fin du mois lorsqu'il va venir à Mayotte. Donc, danger par rapport à ça. Merci beaucoup Christian, vous êtes dans quel domaine? Vous êtes chef d'entreprise dans quel domaine? Formation professionnelle. Ah bah vous êtes concerné aussi par les propositions des candidats, notamment celle de Nicolas Sarkozy, de revoir les fonds en comble, la formation. Mais complètement concerné. J'écoute les choses avec beaucoup d'attention et en substance, je dirais que ma position par rapport au vote qui sera le mien est encore un petit peu incertaine. En tout cas, c'est l'un des sujets de la présidentielle, votre domaine, hein, Christian. Eh bien, écoutez, j'en suis ravi. Et tous les gâchis, etc., qu'on dénonce, c'est vrai, il y a un peu de l'inefficacité de la part des régions, tout ça. Nous sommes d'accord. Ouais, on est d'accord là-dessus. Il y a, je dirais que la formation professionnelle d'une manière générale, c'est une niche dans laquelle tout le monde essaye de s'engouffrer. Bon, j'ai la chance, le privilège, ça me rajeunit pas, d'exercer ce métier depuis 30 ans maintenant. Et si le candidat, quel qu'il sera, puisse assainir un petit peu la situation, ce sera très bien. Bien, merci beaucoup Christian d'avoir été avec nous au 32-16, d'avoir réagi à l'actualité. À très bientôt. À très bientôt. Au revoir Christian. RMC.